Bonjour, c'est Sang Pourcent, comme le Bangladesh c'est n'importe qui, donc aujourd'hui c'est moi, Soyeon, à Séoul. Au sommet, on va regarder une critique de jeu, compilant et les sorties d'anime et manga. Mais tout de suite, on regarde les news. La Warner Bros. Interactive Entertainment dévoile dans une première bande-annonce un épisode inédit des Lego pour la portable de Nintendo. Ce volet viendra compléter les nouveaux sets de construction Lego Ninjago récemment mis sur le marché. Dans cette nouvelle aventure, vous apprendrez à maîtriser le Spinjitzu, un art martial basé sur le tournoiement pour pourfendre son adversaire. Ce nouveau jeu issu de la franchise Lego s'éloigne tout de même de l'esthétique des autres épisodes. Tout en 2D, il marche sur les plates-bandes du jeu d'action et stratégie. Vous devrez bâtir une armée et utiliser vos héros pour anéantir les guerriers squelettes. Jouable en solo ou à deux, Lego Ninjago sort sur Nintendo DS le 14 avril. Un studio de développement se démarque depuis maintenant quelques années sur le PSN, Q Games. À l'origine de la saga Pixel Junk, ce développeur japonais a su épater en touchant à tous les styles, du jeu de plateforme au tower defense, en passant par la course rythmique et le shoot. C'est d'ailleurs ce dernier qui nous intéresse. Début mars verra l'apparition sur le PSN de Pixel Junk Shooter 2, la suite donnée à leur shoot jouable en coop, sorti fin 2009. Dans ce dernier, tout se jouait au niveau du réalisme physique du jeu et de l'utilisation des fluides ou des matières. Chargé de récupérer les mineurs coincés dans les tréfonds d'une planète alien, le ou les joueurs devaient parvenir à avancer en utilisant à leur avantage l'environnement. La lave se solidifiait dans l'eau par exemple, tandis que la terre meuble pouvait être creusée à l'aide de ces tirs. Mais il fallait toujours prendre garde à ne pas noyer, brûler ou tout simplement shooter les mineurs dissimulés un peu partout. Cette suite débute juste après le cliffhanger de fin du premier jeu, où un monstre surgissait de nulle part pour gober le joueur. On se retrouve ainsi dans l'estomac de la bête, face à de nouveaux monstres et dangers. Visiblement, pas mal de mineurs ont subi le même sort que vous, et il faudra bien sûr les récupérer, toujours à l'aide de son petit grappin. Mais la grosse nouveauté de Pixel Junk Shooter 2, c'est l'ajout de confrontations en ligne. Là où le premier jeu ne proposait qu'un mode coop offline, toujours présent dans cette suite, ce second volet met en avant des duels online, avec une vingtaine d'armes et des pouvoirs spécifiques à acquérir en gravissant les échelons d'une ligue. La possibilité de jouer avec les fluides et les matières de son environnement pour éliminer son adversaire a toutes les chances de faire de ce nouveau Pixel Junk un classique instantané du PSN. Avouez que c'est magnifique! Les jeux iPhone sont décidément de plus en plus impressionnants, malgré les contraintes évidentes de la plateforme en termes de contrôle. Édité par Electronic Arts et développé par iChromo, ce puzzle game reprend le principe éculé du Match 3. Ces jeux où il faut associer 3 couleurs pour le doter d'une réalisation aussi belle qu'originale. Son nom, Liquapop. L'objectif du jeu consistera à faire avancer une grenouille en regroupant des gouttes d'une même couleur. 제가 요즘 즐겨 하고 있는 게임은 위핏인데요. 그 중에서도 훌라후프를 저는 많이 하고 있어요. 저는 챔피언급 별 4개고요. 근데 재밌는 거는 제 약혼자가 할 때는 그냥 이렇게 허리만 이렇게 돌리면 되는데 제 약혼자는 무릎도 다 굽히고 손까지 다 돌리고 이렇게 이렇게 한답니다. Maintenant j'ai honte. Donc ok, game review. Victime du calendrier surchargé de cette fin d'année, NBA 2K11 fait partie de ces rares hits qui n'ont pas eu droit à une critique sur notre antenne au moment de leur sortie. Le All-Star Game 2011 de ce week-end et l'événement unique que constitue la présence de Michael Jordan dans le jeu nous poussent aujourd'hui à rétablir cette injustice et à lui offrir quelques minutes. Pile le temps de voir si la série de 2K Sports peut toujours trôner fièrement au royaume des parquets virtuels ou si la présence d'Air Jordan sur la jaquette l'a subitement rendue paresseuse. Are you ready? Contrairement aux apparences, NBA 2K11 n'est pas plus une mise à jour annuelle facile qu'un DLC déguisé, mis en boîte et vendu au prix fort comme certains sont parfois enclins à le faire. Conscients qu'en termes de gameplay, leur marge de progression sur cette génération de consoles se réduit d'année en année, Visual Concepts et 2K Sports ont décidé de toucher en plein cœur les amoureux de la balle orange. Pour ce faire, ils n'ont pas ménagé leurs moyens et on imagine que c'est en échange d'un bon gros chèque bien juteux qu'ils sont parvenus à dégoter la signature de son Altesse Michael Jordan. En plus d'être une actualisation de la meilleure simulation de basket du marché, NBA 2K11 s'offre ici un argument de vente en or massif,
qui se traduit par l'apparition d'une portion de jeu entièrement dédiée à la gloire de Iz Ernest. Concrètement, celle-ci est constituée de 10 défis basés sur ses véritables prouesses et d'un mode carrière spécifique à débloquer. Placer 63 points face aux Celtics de 1986, se montrer habile au rebond ou encore maintenir un écart statistique avec ses plus grands rivaux sont autant de difficiles challenges à relever. Dans la quête d'exhaustivité et de perfection qu'on leur connaît, les développeurs sont allés jusqu'à proposer différentes formations de légendes que Jordan aura affrontées, en plus de plusieurs déclinaisons à travers les années de ses Chicago Bulls. De Larry Bird à Magic Johnson, en passant par Grant et Pippen, ce sont un grand nombre de ses contemporains qui figurent au roster. Certains appelleront ça du fanservice de grande classe, d'autres, plus émotifs, un vibrant hommage. Si vous vous intéressez un tant soit peu au basket, vous n'êtes pas sans savoir que la série NBA 2K est la référence absolue quand on en vient à parler de simulation. Sans surprise, cette QV 2011 s'appuie sur les bases qui ont fait la renommée de la série, tout en affirmant certains aspects qui rendent le jeu plus fluide. Le très particulier système de dribble Isomotion, qui utilise le même stick à la fois pour les déplacements et pour les feintes, est notamment plus facile d'accès. Mais ne nous y trompons pas, qui dit simulation dit également réalisme, et pour retranscrire au mieux les possibilités du basket, NBA 2K11 s'entiche d'une prise en main globalement assez complexe, qui obligera les novices à passer par la case entraînement. Maîtriser ne serait-ce que l'art de la pénétration demandera un certain investissement, qu'il faudra par ailleurs bonifier par l'apprentissage optionnel des tirs au stick droit. NBA 2K11 a beau prôner la simulation pure, il ne se la joue pas élitiste pour autant, et ce sera à l'appréciation de chacun d'apprendre par ce biais à mieux orienter ses shoots ou à attaquer l'arceau de manière optimale. Autrement, on peut toujours se contenter d'appuyer sur un simple bouton et gérer un timing plus ou moins tendu en fonction de l'habileté du tireur. Mais impossible d'espérer accéder au haut niveau de cette manière, d'autant qu'on a l'impression que le taux de déchets sur les tirs est assez élevé, même en incarnant les LeBron James et autres Wade, et en étant juste en dessous du panier. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est vraiment sur ce genre de détails, sur la protection de balle ou le jeu dos au panier, que le titre creuse le fossé qui le sépare d'une concurrence aujourd'hui résignée et inexistante. Bien que spectaculaire, NBA 2K11 souffre néanmoins de quelques problèmes de réglage de base qui l'empêchent d'évoluer sur le rythme effréné du championnat américain. Ainsi, on note des soucis d'IA lors de phases de contre-attaque qui empêchent de jouer rapidement, ou un nombre d'interceptions assez inhabituel, même dans le cas des passes les plus banales. Les défenses étant assez solides pour faire avorter les élans solitaires, plutôt que de s'embourber dans la raquette à chercher l'exploit, il est préférable dans NBA 2K11 de privilégier les attaques placées. Là encore, pas mal de travail en amont sera nécessaire pour développer un jeu collectif de qualité et aligner des alley-oops de gala. Mais la satisfaction de scorer en beauté n'en sera que décuplée. Alors que beaucoup auraient capitalisé sur le seul nom de Michael Jordan pour faire du chiffre, 2K Sports et Visual Concept nous livrent avec NBA 2K11 un nouveau témoignage de leur générosité. À aucun moment, l'hommage rendu au meilleur joueur de tous les temps n'empiète sur l'héritage acquis des précédents épisodes. Au contraire, il n'apporte que des heures et des heures de bonus à une durée de vie déjà abyssale. Le mode association, le NBA Blacktop et ses différents concours, les mises en situation où l'indispensable mon joueur répondent une fois de plus à l'appel et accompagnent un Jordan aussi félin et adroit qu'on l'imaginait. Avec l'intégration de ce joueur de légende, les développeurs sont allés un peu plus loin que l'an passé du point de vue de la réalisation. Et c'est avec un bonheur non dissimulé que l'on s'amusera à débusquer ces signature moves qui le rendent plus vrai que nature. Pas de surprise côté gameplay, NBA 2K11 reste sur l'excellente dynamique de ces dernières saisons, même s'il nécessite quelques réglages de sliders pour que l'expérience soit au top. Bon, aussi, on ne va pas vous mentir, le jeu n'est toujours pas rookie-friendly et exige un long apprentissage pour livrer toutes ses subtilités. Mais même effleuré, il s'avère assez spectaculaire à jouer pour nous pousser à en faire plus. On remerciera au passage l'habillage digne d'une retransmission télévisée. À l'heure du bilan, vous l'aurez compris, il ne fait aucun doute que NBA 2K11 est la meilleure simulation de basket produite à ce jour, voire la meilleure simulation sportive tout court. On ne sait pas si elle est responsable de l'annulation en catastrophe du NBA Elite 11 d'Electronic Arts, mais vu son immense qualité, on le croit volontiers. First quarter over and big numbers up on the board. 76ers on top, leading by 9. 한국 사람들은 음식에 마늘을 많이 넣거든요. 그래서 그런지 우리는 크루아상에도 마늘을 넣고 그리고 좀 단 크루아상이 있어요. 약간 좀 bizarre하죠? Bon, on regarde comme bailler. Le multitâche. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais?
Je fais du multitâche. Je fais 3 actions à la fois et ça va plus vite. Ah oui, c'est vrai que t'es plus moderne que t'en as l'air, toi. Oui, grand-père était monotâche, tu sais. Il ne pouvait faire qu'une seule chose à la fois. Ah, alors je t'arrête tout de suite. Être multitâche ne signifie pas forcément faire plusieurs choses à la fois. Ça signifie donner l'impression à l'utilisateur de faire plusieurs choses à la fois en exécutant plusieurs programmes. Ah ouais, un peu comme la vache qui tâche sans tâche. Mais de quoi tu parles? Pardon, je voulais dire... Ouais, bon, ok. Bon, explique-moi, comment est-ce qu'on fait pour faire semblant de faire plusieurs choses à la fois? L'utilisateur, pourtant, il fait bien tourner plusieurs programmes en même temps sur les ordinateurs d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais définir ce qu'est un système monotâche. En gros, on avait déjà expliqué que le CPU exécute des instructions les unes à la suite des autres. Dans un système monotâche, lorsque le système d'exploitation lance un programme, il doit attendre que ce dernier se termine pour qu'on puisse en lancer un autre. Autrement dit, pour lancer un logiciel de dessin alors qu'un traitement de texte est en train de tourner, je suis obligé de sauvegarder mon travail et de quitter le traitement de texte avant de pouvoir lancer le logiciel de dessin. D'accord, je vois, c'est vraiment pas pratique. Et encore, ça c'est quand on pouvait quitter. Dans les années 80 par exemple, la plupart des jeux ne pouvaient pas se quitter, il fallait redémarrer l'ordinateur. Ouah, comme c'est lourd. Ça semble inimaginable aujourd'hui. Et pourtant ça existe encore. Par exemple sur la DS de Nintendo, c'est encore le cas. Donc en gros, c'était fait comme ça, parce que c'est tout simplement la façon la plus simple de gérer l'exécution des programmes quand on a un CPU qui exécute les instructions d'un programme les unes à la suite des autres. Sans compter qu'avec la RAM misérable qu'il y avait sur les ordinateurs de l'époque, il n'y avait sûrement pas beaucoup de place pour mettre plusieurs programmes à la fois. Mon grand-père me disait même que lorsqu'il lançait un nouveau programme, ça écrasait complètement l'ancien programme en RAM. Bref, c'était la préhistoire. Oui, effectivement, l'aspect gestion de la mémoire était aussi bloquant. Donc les gens se sont mis à préférer les systèmes d'exploitation multitâches, c'est-à-dire où on peut lancer plusieurs programmes en même temps et passer de l'un à l'autre quand on veut. Pourtant, le CPU n'exécute toujours qu'un seul programme à la fois. Et donc, comment tu veux que je fasse pour faire semblant de lancer plusieurs programmes à la fois? Mais non, c'est pas parce que tu lances plusieurs programmes à la fois que tu fais plusieurs choses à la fois. Compile, qu'est-ce que tu as comme avantage sur les humains? Je suis beau? Mais non, je parle du point de vue technique, patate. Ah, ça! Je suis beaucoup plus rapide, évidemment. Et oui, c'est grâce à ça que tu réussis à nous avoir. En réalité, voilà ce qui se passe. Le système d'exploitation va se débrouiller pour exécuter un petit bout de chaque programme pendant une période très courte, de l'ordre de la milliseconde. Pour chaque programme, une quantité réduite d'instructions va être exécutée, et une fois que c'est fait, le système va mettre en pause le programme en cours et passer au suivant. Comme il fait ça très très vite, nous les humains on s'en rend pas compte du tout, et on a l'impression que tous les programmes fonctionnent en même temps. Quoi? C'est ça? Et ça suffit à vous berner? Alors vous les humains, vous êtes vraiment, mais... Après ça, il faut juste savoir qu'il y a deux types de multitâches. Le multitâche collaboratif et le multitâche préemptif. Dans le multitâche collaboratif, c'est le programme en cours qui décide quand il se met en pause pour passer au programme suivant. C'était le cas par exemple des systèmes comme macOS 9 ou Windows 3.1. Dans ce genre de multitâche, si un programme se bloque ou plante, ça peut bloquer ou planter tout le système. Ok, mais maintenant c'est qui décide quand je dois mettre un programme en pause pour passer à l'autre? Et bien maintenant, c'est le système d'exploitation qui force les programmes à se mettre en pause. C'est ça le multitâche préemptif. On l'a sur des systèmes comme Windows XP, macOS 10 ou sur les smartphones. Mais des vieilles machines comme l'Amiga avaient déjà un système multitâche préemptif. Je termine juste en disant que désormais, il y a plusieurs cœurs dans un CPU, c'est-à-dire que maintenant, on peut effectivement avoir plusieurs programmes qui tournent en parallèle. Mais ça ne change pas grand-chose, puisque sur une machine à 2 cœurs, par exemple, on peut toujours lancer des centaines de programmes en même temps. Les données ont été traitées. Sauvegarde en plus, revoir les machines style. Je t'ai entendu, tu sais, hein. J'ai un log. 제가 좋아하는 만화 영화는 좀 오래된 영화긴 하지만 작은 숙녀 링이라고 해요. 네, 쉐부 사사펠 괜돌린. 아직도 제 머릿속에는 그 주제가가 생생한데요. 링, 링, 링은 귀여운 작은 숙녀. 링, 링, 링은 외톨이 작은 숙녀. 그럼 만화 영화 보실까요? Font preuve quant à elles d'une sacrée patate. De fait, à ceux qui ne connaîtraient pas encore l'univers déjanté de High Shield 21, on ne saurait que trop leur conseiller de jeter d'abord un œil au manga papier édité en France chez Glénat, avant de visionner la série animée du même nom.
かに水橋の方が早い。せっかく鍛えたとこ悪いけど、スタートダッシュなら水泳選手のお箱でね。このスリ君来るぞ、水橋必殺だ。スイムザッパーン。Kojiro Sakura est le fils du prince des démons. À l'occasion de son stage d'observation des humains, il doit s'aventurer sur Terre. Une mission lui est alors confiée, éliminer un humain au pouvoir dangereux. Pour cela, il sera aidé du mystérieux œil pourpre, un don héréditaire des souverains démons. Hasard extraordinaire, la première fille qu'il croise sur Terre semble faire réagir le dit œil pourpre, et ce malgré l'air inoffensif de celle-ci. Et, hasard extraordinaire, Kojiro va se retrouver non seulement dans la même classe que la demoiselle, mais aussi sous le même toit. Au Japon, Crimson Prince a été prépublié par Square Enix dans le magazine Shonen Gengan, avant de sortir en volume relié en 2008, toujours dans la catégorie Shonen. Pour l'édition française, Kiyun a rectifié le tir et classe avec justesse le titre dans la catégorie Shoujo, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le dessin est très kawaii, l'intrigue est avant tout sentimentale et les combats sont quasi inexistants. Bien qu'il soit assez amusant à lire, on ne peut s'empêcher de trouver le manga Crimson Prince un peu fade. Certes, au scénario comme au dessin, l'auteur Kuwahara Soota a travaillé proprement et offre un moment agréable de lecture. Malheureusement, dès la couverture, on ressent un certain manque d'originalité. Cette impression se confirme à la lecture, qu'il s'agisse de l'histoire ou du style graphique, tout est assez convenu. Le prince des démons par exemple, qui se présente comme un être plein de bons sentiments et avec des sucreries dans la bouche en permanence, a rapidement l'air d'un bon petit diable comme on en trouve dans tant d'autres titres de manga. Parce qu'il est peut-être un peu trop formaté et risque donc de ne pas laisser de souvenirs marquants aux plus blasés des mangaphiles, cette BD en 2 tomes se destine plutôt aux jeunes lectrices. Quand on va au noraebang, norae c'est singing, bang c'est room, donc c'est un peu karaoké. Il n'y a qu'une chanson française. Le nom c'est Monaco et c'est vraiment quelque chose de très kitschy parce que la voix est très sensuelle. L'homme dit comme ça. Je caresse tes jambes, maman brille d'abord. Et après, la femme dit ne dis rien, embrasse-moi quand tu voudras. Et c'est comme ça. 그럼 재밌었고요. 다음에 또 만나길 바래요. 안녕히 계세요.